africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. C'est l'impasse au Burkina Faso après l'échec des pourparlers de ce dimanche entre l'opposition et le lieutenant-colonel Zida. Les discussions vont reprendre ce lundi. Il y a tout juste un an, Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été enlevés et exécutés au Mali. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour leur rendre hommage. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Burkina Faso et l'opposition avait appelé la population ce dimanche à un rassemblement sur la place de la Nation au centre de Ouagadougou dans le but de protester contre la prise de pouvoir de l'armée. Et cet après-midi, des tirs ont retenti près du siège de la RTB alors que l'opposante Sarah Sérémé se trouvait dans les locaux de la télévision pour une déclaration. Le personnel de la RTB ainsi que les journalistes étrangers ont ensuite été évacués. Par ailleurs, les pourparlers de cet après-midi entre le lieutenant-colonel Zida et l'opposition n'ont pas abouti. Une autre réunion est prévue pour demain lundi. Cela fait aujourd'hui un an que Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés au Mali. C'était donc dans le nord du Mali, à Kidal, au cours d'une mission dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont donc été enlevés d'abord et ensuite assassinés. On revient sur les faits dans ce reportage. C'est devant cette maison, à quelques kilomètres de Kidal, que Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été enlevés. À 13h, heure locale, les deux reporters de RFI sortent d'une interview avec cet homme, Ambéry Agrissa, l'un des représentants du MNLA, le mouvement de libération de l'Azawad. Selon Ambéry Agrissa, il devait ensuite se rendre à un autre rendez-vous, mais devant le domicile du représentant du MNLA, des coups de crosse sont portés contre le véhicule des journalistes. Alerté par ces bruits, il sort de chez lui. Dès que je suis venu à la porte, j'ai vu une voiture, une pick-up, garée à côté de la leur. Il y avait un monsieur à terre, qui avait une arme. Il a immédiatement braqué sur moi et il a dit « Retourne, rentre. » Donc je suis rentré et ça n'a pas duré. Peu de temps après, ils ont démarré avec les deux journalistes. Ils ont démarré en trompe. J'ai entendu un seul coup de feu et apparemment tiré en l'air. Je n'ai pas pu voir combien ils étaient, mais plusieurs personnes qui les ont vus ont dit qu'ils étaient 4. C'est la dernière fois que les deux envoyés spéciaux ont été aperçus dans cette ville qui demeure sensible. Selon l'état-major de l'armée française, vers 13h15, un habitant de Kidal prévient les soldats de la force Serval. 2 unités partent surveiller les sorties nord et nord-est de la ville. Un autre véhicule militaire se dirige vers l'est. Parallèlement, 2 hélicoptères partis de Tessalit décollent vers Kidal. Malgré la présence de militaires partout dans la zone, le pick-up parvient à sortir et prend la route du nord-est. Nos forces qui sont déployées n'ont pas une marge d'action qui leur permettrait d'être en permanence présentes sur les différents axes. Le contingent de l'aménagement qui est là-bas est plus ou moins cantonné. Et puis Serval ne dispose pas des effectifs conséquents pour sécuriser la ville. Un peu avant 15h, une patrouille française au sol découvre les 2 reporters sans vie près d'un véhicule à l'arrêt à une douzaine de kilomètres à l'est de Kidal. Les forces françaises assurent qu'à aucun moment elles n'ont été en contact physique ou visuel avec le véhicule en fuite. Et c'était donc le premier reportage juste après l'assassinat des 2 journalistes le 2 novembre 2013. Et un hommage a été également rendu ici au Mali. La cérémonie de remise de la première bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a eu lieu ce matin à l'hôtel Salam de Bamako. Cette bourse consiste à commémorer chaque 2 novembre la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes en mémoire des 2 reporters de RFI. Nous suivons donc le reportage d'Abdoulaye Maïga, Sekou Doumbia, un commentaire d'Aminata Mariko.
Parmi 20 candidats sélectionnés pour cette première édition du concours Bourse, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes de RFI assassinés dans le nord du Mali, c'est finalement Rachel Tessougué et Sidi Mohamed Digo qui représenteront la presse malienne à Paris pour un mois de formation. Eh bien, je pense que c'était un mélange assez fort de joie et de douleur. Douleur dans le souvenir de nos amis Ghislaine et Claude qui ont été sauvagement, ignominieusement assassinés et pour lesquels la vérité n'est toujours pas faite. Et je profite d'être à ce micro pour appeler tous ceux qui savent à parler. C'est une question d'honneur. Ne pas parler, ne pas dire ce qu'on sait autour de cet assassinat, ce serait un déshonneur. Et je sais que le peuple malien est un peuple d'honneur. Donc j'appelle aujourd'hui ceux qui savent à parler et à aider les enquêteurs pour que justice soit rendue. Ces deux lauréats qui viennent de s'inscrire sur la ligne de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon ambitionnent de porter très haut les couleurs de journalistes de terrain. Je suis très contente, très heureuse d'avoir gagné ce prix de la première édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et ce prix, je le dédie à tous les journalistes assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc je dédie ça à tous ceux, à la mémoire aussi de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, à tous ceux qui ont perdu vraiment la vie à la recherche, à la cueillette de l'information à travers le monde. Pour la manifestation de la vérité conformément à la volonté du chef de l'État, le ministre malien de l'Information engage le gouvernement dans toutes les actions allant dans ce sens. La justice malienne est déterminée. Elle est déterminée, en étroite collaboration avec la justice française, à faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à Kidal ce 2 novembre 2013. À noter que cette bourse récompensera désormais chaque année dans un pays de l'Afrique un journaliste et un technicien de moins de 30 ans. Direction le Niger à présent. À Niamey, la situation politique dans le pays interpelle le réseau jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest qui a d'ailleurs rendu publique une déclaration dans laquelle il attire l'attention des hommes politiques du pays ainsi que de la jeunesse à plus de retenue et de mesures dans les comportements et également dans les propos. On écoute à présent Hassana Boubacar Moussa, membre du réseau. Nous, membres du réseau jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest, coordination nationale du Niger. 1. Condamnons avec la dernière énergie le comportement de la classe politique nigérienne tendant à détériorer la paix et la quiétude sociale. 2. Fustigeons les interventions immatures et les déclarations va-t-en-guerre de certains acteurs politiques et la société civile contraires à nos valeurs sociales morales. 3. Appelons par conséquent l'ensemble de la classe politique et la société civile à plus de retenue et de mesures dans les comportements et les propos. 4. Encourageons la classe politique à cultiver le pardon, la tolérance dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien. 5. Lançons un vibrant appel à l'endroit du peuple nigérien, particulièrement à la jeunesse, de dénoncer et de bannir toutes sortes d'initiatives, tout discours, tout propos, toute déclaration visant à nuire la cohésion sociale et l'unité. 6. Appelons le Conseil supérieur de la communication à jouer pleinement son rôle de régulateur et en attirant l'attention des médias au respect des règles de déontologie et de l'éthique. 7. Condamnons les attaques barbares et inhumaines perpétrées par des individus sans foi ni loi dans la zone de Walam. 8. Encourageons nos vaillantes forces de défense et de sécurité à retrouver les 3 militaires portés disparus, sains et saufs. 9. Présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des 9 soldats tombés en mission commandée au service de la nation. Que leur âme repose en paix. Amen. Au Niger toujours, la crédibilité de la formation des agents de santé a été célébrée ce week-end au niveau de l'école pratique de la santé publique. À l'issue des examens d'État, l'école a occupé la première place. Un classement a eu le mérite d'être porté à la connaissance des parents d'élèves et les meilleurs élèves ont été distingués. Sarki Aboubakar, Razak Abaché pour le détail. La santé n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire. Et quand le personnel est qualifié et apte à exercer, c'est une aubaine pour notre système de santé. L'exemple la plus palpable a été fait au cours de cette cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'Institut pratique de la santé publique. 4 ans que l'État organise des examens d'État
Et ça fait 4 ans successivement que l'IPSP se classe en tête des écoles de notre pays. Et je pense que c'est tout à fait nécessaire et normal qu'on puisse manifester notre joie. Remercier les enseignants qui nous ont donné cette opportunité d'arriver à ce résultat et féliciter les élèves qui sont admis, parce qu'il faut le dire, et nous pensons qu'il faut féliciter les gens avant leur mort, parce qu'il faut leur dire ça ici, plutôt que de le faire à titre posthume. Devant les parents et les amis, nombreux sont ces étudiants en fin de cycle qui ont donc été distingués. Prêts à exercer, ils restent convaincus que seul le travail peut justifier de tels résultats. Je suis vraiment content, je suis ému de mon résultat parce que ça a été dur depuis la première année, les études, les stages, ça n'a pas été facile. Les révisions n'ont pas été faciles. Donc quant au résultat qu'on a eu, je suis vraiment content que nos efforts n'ont pas été inutiles. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin et tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir m'honorer. Et j'encourage aussi mes camarades à bien travailler parce que c'est le travail paie. Pour améliorer son système de santé, le Niger peut désormais compter sur l'excellente qualité des formations dispensées. L'examen d'État en a livré le verdict. Reste à présent la phase pratique sur le terrain. La suite de l'actualité à présent en bref et en images, rassemblée et commentée pour vous ce soir par Aminata Mariko. République démocratique du Congo, la situation Burkina est scrutée avec attention en RDC où le débat sur une possible révision constitutionnelle fait rage. Les responsables de la prison centrale de Kinshasa ont confisqué tous les postes téléviseurs qui étaient dans les cellules de prisonniers pour empêcher les détenus de suivre l'évolution de la situation à Ouagadougou. Les Congolais suivent aussi avec amusement les mésaventures d'une délégation de la majorité partie du Burkina. Politique toujours au Bénin, la marche pour la suivi de la démocratie est le nom choisi par l'opposition béninoise pour exprimer son ras-le-bol face au président Yahi Boni. La protesta des Burkinabés contre Blaise Compaoré a généré une puissante onde de choc qui commence à faire trembler plusieurs dirigeants ouest-africains. Le constat vaut surtout pour tous ceux qui n'ont pas caché leur envie de passer le restant de leur jour au pouvoir. Le premier à en faire les frais est le président béninois Yahi Boni qui est au pouvoir depuis 2006. Prenant l'exemple sur les Burkinabés, l'opposition et la société civile béninoise ont massivement manifesté dans les rues de Cotonou pour réclamer la tenue d'élections locales libres et transparentes. Politique toujours au Togo, l'opposition a annoncé vendredi le nom de son candidat unique devant la présenter à la prochaine élection présidentielle. Jean-Pierre Fabre, désigné par l'Alliance nationale pour les changements dont il est le président le 11 octobre dernier au cours d'un congrès, est désormais le candidat unique de la coalition Arc-en-Ciel et le collectif Sauvons le Togo. Afrique centrale au Gabon, le pouvoir a immédiatement balayé les affirmations de Pierre Péan parlant de rumeurs. L'enquête sous-titrée Mensonges et pillages au Gabon revient sur la fin de règne du défunt président Omar Bongo et les modalités de l'accession au pouvoir de son fils Ali à sa mort en 2009. Le journaliste accuse notamment l'actuel chef de l'État d'avoir falsifié de nombreux documents de son acte de naissance à ses diplômes. Nous poursuivons avec le Bénin et les ministres en charge de la communication, des télécommunications et d'éthique des États membres de l'UEMOA étaient ce vendredi à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Objectif, peaufiner la stratégie de mobilisation des ressources financières pour la transition numérique avant la fin de la date butoir du 17 juin 2015. C'est un reportage d'Estelle Pazou, Amen d'Almeida. 17 juillet 2015, date butoir pour la transition numérique. À quelques encablures de l'échéance, les ministres en charge de la communication, des télécommunications et des TIC de l'espace UEMOA s'affairent. Réunis ici, ils se sont donnés pour objectif l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre de mobilisation des ressources pour le financement de la transition numérique dans l'Union. Question d'importants moyens, la transition est une opération complexe qui nécessite la prise de dispositions au plan technique, législatif, réglementaire et social. Suite logique à la réunion des ministres sectoriels tenue le 7 février 2014 à Ouagadougou, la présente rencontre est tout aussi décisive dans le processus enclenché. La réunion de Cotonou
a pour but de faire le point de la mise en œuvre de la stratégie régionale de mobilisation des ressources financières et de présenter un document de plaidoyer au président Dr Bouniaï. Le rendez-vous de Cotonou est donc une étape importante dans le processus de transition numérique et c'est d'ailleurs ce qui explique votre présence effective en ces lieux. À ce jour, seulement 3 États ont déposé leur dossier de financement auprès de la BOAD et de la BIDC. C'est une réalité qui pourrait bien s'expliquer par les nombreuses difficultés de procédure et d'aboutissement de la transition numérique. Il est important et il importe que cette rencontre ministérielle se penche sérieusement sur ces difficultés et propose des mesures permettant d'achever dans les délais fixés cette transition numérique dont vous connaissez tous l'importance. Je voudrais donc vous assurer une fois encore de la détermination de la Commission de l'UEMOA à poursuivre avec vous le processus d'accompagnement des États membres pour une transition réussie dans les délais impartis. Toutefois, le passage de l'analogique au numérique présente bien des avantages, aussi bien aux États, au secteur privé qu'aux populations. Les avantages de la télévision numérique pour le téléspectateur, par exemple, une meilleure qualité de l'image en raison de l'élimination des interférences, une offre attractive des services, nouveaux programmes TV, un accès à des services multimédia diffusés et une possibilité de la réception mobile. Le communiqué final de cette rencontre des ministres fait état de l'adoption du rapport de la réunion des experts tenue le 30 octobre dernier, avec à l'appui des félicitations adressées à la Commission de l'UEMOA pour toutes les actions entreprises pour la mobilisation des ressources. Un plaidoyer a également été adressé au Dr Bouniaï, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, pour accompagner par son leadership le projet de la transition numérique. Retour au Mali à l'occasion de la célébration des 20 ans de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'ancien président de l'institution, Soumaïla Cissé, livre à Africable ses impressions sur l'organisation alors qu'il l'a quittée depuis 2 ans. C'était à la faveur du dîner de gala offert à cet effet par le bureau de la représentation de l'UEMOA au Mali. Nous l'écoutons au micro de nos reporters Daouda Kamate et Sekou Doumbia. Sur les 20 ans, j'ai fait 9 ans comme président de l'UEMOA. Donc pour moi, c'est un grand moment, c'est un grand souvenir. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses à l'UEMOA. Je crois que ceci est très important. D'abord, j'ai appris à connaître les hommes de différentes nationalités, à travailler autrement et surtout à sentir le besoin pressant des populations de nos différents pays pour un mieux-être. Je crois que des problèmes dont on peut être fier, c'est de donner tout simplement de l'eau aux femmes, aux petites filles, pour les libérer de tâches quotidiennes, leur permettre d'aller à l'école et de s'occuper d'autres choses. Je crois que c'est un grand moment, c'est un grand souvenir et surtout c'est un défi qu'il faut continuer à relever. Et je pense que l'avenir de nos pays dépendra beaucoup de l'intégration, dépendra beaucoup de la façon dont les économies vont s'intégrer, de la façon dont les gens vont se tolérer. Mais quand on dit tout ça, il y a aussi des aspects sur lesquels on aurait bien voulu approfondir. Les problèmes de la sécurité deviennent aujourd'hui des problèmes récurrents. C'est un chantier que j'ai eu juste à démarrer avant de quitter et je crois que c'est quelque chose qui nous interpelle très fortement aujourd'hui. Le chantier qu'il faut continuer à approfondir, c'est vraiment la libre circulation des hommes et des biens, le droit d'établissement, pour que chaque citoyen se sente chez lui dans n'importe quel village de l'Union. Et un mot sur la culture pour refermer cette édition. Au Sénégal, ils sont un nombre très limité qui travaillent dans la sculpture de pierre. Ces artistes qui exposent leurs produits tout au long de la corniche ouest travaillent avec dévouement pour obtenir les objets d'art. Je vous propose dans ce reportage de découvrir Abdoulaye Nyang, un artiste qui a fait le choix de vivre sa passion à travers ce métier de la sculpture. Mariam Benguefay, Souleymane Anne, Antoumar. Des pierres de grande taille qui signifient rien pour certaines personnes
ou qui ne font qu'encombrer la corniche ouest pour d'autres, mais qui présentent beaucoup de valeur aux yeux de ces sculpteurs qui renouent ciel et terre pour se doter de ces objets précieux qui font d'eux des artistes dans leur domaine. Pratiquant cet art pendant 25 ans, Abdoulaye Niang, ce sculpteur qui vit depuis 2006 en Italie, revient sur ses pas. Venu passer ses vacances au Sénégal, cet artiste nous explique l'importance de la sculpture. La sculpture, c'est essayer de libérer la pensée prisonnière de la matière. Une inspiration première qui doit être précédée d'une création finie ou totale pour Abdoulaye Niang, mais qui demande également de la force spirituelle et non une grande taille. Regardez-moi comment je suis avec la taille. Vous voyez, donc tout se fait ici. La force la plus importante, c'est le travail de l'esprit. Devant les pierres, les idées structurales de Mouchou Niang sont la cohésion, l'entente, la solidarité, la sympathie, des thématiques qui sont toujours présentes dans ses œuvres. Je pense qu'aujourd'hui, elle a une valeur incroyable, un artiste devant sa matière qui arrive à sortir quelque chose. Mais j'aime pas le mot créer, vous voyez, parce que seul Dieu fait la création. Mais je pense qu'on peut façonner. Avec la création du Seigneur, on peut avoir des idées pour façonner. Père de 2 enfants, Grand Laye, comme l'appellent ses amis, est très déterminé et très engagé à son métier qui présente beaucoup de différences par rapport aux autres arts. Le travail de la sculpture est un travail de soustraction, vous voyez. Quand on dégrossit la forme, on ne peut pas en remettre. Et par contre, le travail de la peinture, c'est l'additif, on ajoute. Le travail de la céramique, c'est l'additif, on ajoute. Donc, vous voyez la différence entre la sculpture, surtout sur pierre, et la sculpture du modelage. Il y a une différence. Sculpteur et musicien, Abdoulaye Niang allie bien ces 2 métiers qui se complètent selon lui. La musique, c'est ma passion aussi. Vous voyez, la musique, c'est ma passion parce qu'il y a beaucoup d'inspiration de mon album que j'ai chanté parce que je suis un chanteur. L'inspiration m'est venue de la sculpture parce que vous voyez, la sculpture, je crois que chaque sculpture a un thème. Alors moi, je prends ces thèmes et j'essaye de les développer en chant pour pouvoir élargir le message. Donc, je pense que je me suis dit que comme je sais chanter, alors donc j'étais ici, j'aimais l'amour de faire la musique. Je vais tout faire pour faire la musique, vous voyez. Dépendant de mon art, je peux élargir ma musique. Des objets d'art qui attirent la curiosité de plusieurs personnes, mais qui demandent un engagement et de la passion, mais également une inspiration totale. Et tout à l'heure, vous serez avec Sori Kaba Diakité à partir de 20h30 pour l'émission Eco Hebdo. Voilà qui met fin à cette édition de ce soir. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.